Bon, Guillaume, c'est un plaisir de te retrouver pour une deuxième vidéo sur Verisme TV. Ça va bien? Également, bah écoute, ça va encore mieux que la première. On est dans le jardin. Il y a un petit coup de soleil. Il a plu ce matin, mais tout va bien. Tout le monde est Ah, c'est content. génial. On va avoir le petit cuicui des oiseaux en fond. Ça va être top. Pour parler de l'économie bleue, ça va être génial. Génial. Euh, Toi, tu as de la chance. Moi, aujourd'hui, il y a le Mistral qui souffle. Donc, c'est impossible dehors. Mais c'est pas Ok. grave. On a à la bibliothèque le savoir et la nature. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Il faut savoir lire la nature et s'en servir plutôt que la détruire, comme dirait Idriss. Donc, on va essayer de faire ça. Aujourd'hui, ça va être bien parce que c'est une vidéo un peu globale. Hein. Tu m'as juste dit les grandes lignes et moi, donc, je sais pas de quoi on va parler. Ça va être super. On va s'éclater. Ok. Euh, ça va être top. Pour ceux qui ont peut-être raté la vidéo précédente, je te représente en deux, trois mots. Tu es l'assistant de Gunther Paoli. Tu es vraiment euh, engagé dans ce mouvement de l'économie bleue pour faire des initiatives qui portent vraiment des valeurs, le sens de protéger et enchérir les écosystèmes. Voilà, c'est toute une façon de voir les choses. C'est pas seulement une économie verte qui pollue moins et qui fait moins mal. C'est une économie bleue qui rajoute de la richesse à l'écosystème dans lequel tous les acteurs de cet écosystème sont épanouis, dont l'homme. Et voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, libre antenne, vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Alors, je vais juste reprendre un petit peu rapidement ce que tu disais juste avant sur l'économie bleue et la fondation Zeri. Donc, l'économie bleue, effectivement, on est sur une économie en fait qui régénère les écosystèmes en produisant euh, la valeur et ce dont l'être humain peut avoir besoin. Mais c'est une économie qui fonctionne avec tout le vivant. Et donc aujourd'hui, on va parler des 5 royaumes du vivant, quelque chose qui est pour moi très très intéressant parce qu'on a tendance à l'oublier on a tendance à l'oublier dans à peu près tout ce qu'on fait. Et donc on va voir comment est-ce que ces 5 royaumes du vivant là peuvent nous aider dans nos objectifs justement de ne pas créer de déchets et de créer que de la valeur ajoutée, puisque dans un écosystème on a en permanence ces 5 royaumes du vivant qui sont à l'action. Et donc, juste en petite introduction, en fait, je voudrais parler un petit peu de ZERI, parce que ZERI, en fait, donc c'est Zero Emission Research and Initiatives, et donc le Zero Emission, donc zéro émission, en réalité, en fait, dans la vision de ZERI, c'est un point de départ. On a aujourd'hui tout un mouvement qui est de moins faire mal à la terre. On a un mouvement de green où on dit on va réduire les émissions, on va compenser le carbone, on va faire ci, on va faire ça. Et à chaque fois, en fait, c'est un système de faire moins mal. Or, comme le dit très justement Gunther, quand une femme est enceinte, elle n'est pas un peu enceinte. Elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Et donc, si on fait un peu moins mal, eh bien, on fait toujours mal. Si on vole un petit peu, on vole toujours. Et donc, l'idée, c'est vraiment de complètement changer ce paradigme-là et d'arriver à quelque chose qui ne fasse pas moins mal, mais qui régénère. Et c'est là tout l'enjeu de tous les systèmes qu'on crée avec la Blue Economy et que Zeri met en action en fait en permanence. Alors, du coup, un des outils de ce changement, c'est les écosystèmes. Et on cherche en fait à faire du biomimétisme, mais du biomimétisme qui ne soit pas focalisé sur un individu, focalisé sur un segment de l'écosystème. On cherche à faire un biomimétisme qui soit global, qui soit général, et on va mimer l'écosystème dans sa globalité. C'est bien Et ça. donc, comment est-ce Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être ce terme de biomimétisme, même si on l'a souvent expliqué, c'est s'inspirer de la nature, c'est reproduire ce que présente la nature. Et là, comme tu l'as très bien dit, c'est pas s'inspirer d'une plante, comment fonctionne une plante, on l'a souvent fait hein, dans l'histoire de l'homme, c'est on s'inspire d'un seul acteur. Et là, c'est bien s'inspirer, essayer de copier au mieux l'écosystème en tant que tel. exactement? Bon, si je pourrais même aller te chercher un exemple de biomimétisme au fond du jardin. Carrément, bien Il y a sûr, vas-y.
Mais alors vas-y, c'est parti, tu feras un petit montage, hein. Mais J'arrive. oui, non, mais c'est bon. Les gens, on est sur YouTube, mais on est dissidents, nous. On prend notre temps. On n'a pas besoin de se dépêcher tout le temps. Donc là, vous avez le beau jardin de Guillaume, avec les petits oiseaux, le vent, le petit carillon qu'on entend sonner. Je vous rappelle qu'il y a le Tour de France de Idriss Aberkan et Gunther Paoli qui va bientôt avoir lieu cet été. Donc, ces vidéos-là sont en préambule de tout ça. Et là, Guillaume nous montre un exemple de… Alors, un exemple de biomimétisme. Ça, c'est une feuille d'Achemilla mollis. L'Achemille, je sais plus c'est quoi le nom commun. Et en fait, il y a un revêtement sur la feuille qui est un revêtement en fait qui est ultra hydrophobe. Et donc en fait, l'eau perle et perle bien sur les feuilles. Donc je vais te faire voir un petit peu. Tu peux voir ici que la goutte d'eau en fait elle se balade super bien sur la feuille et qu'elle accroche pas du tout en réalité. Donc ça peut être par exemple dans le biomimétisme classique, on pourrait je vais faire voir là. Hop. On pourrait s'inspirer en fait des molécules et du revêtement de la feuille pour créer des surfaces justement qui ne retiennent pas l'eau. Et alors je sais plus, alors on parlera du 5G plus tard, mais j'avais vu que par exemple Huawei typiquement, ils développaient ce type de revêtement là pour les nouvelles antennes 5G parce que en gros, comme les ondes étaient plus courtes, dès qu'elles percutaient quelque chose, il y avait moins d'ondes qui étaient envoyées, donc du coup la connexion devenait mauvaise et donc du coup il leur fallait un revêtement pour qu'en temps de pluie il n'y ait pas d'eau qui se colle au capteur. Donc ça pourrait être un exemple de biomimétisme je sais pas comment on peut dire traditionnel, focalisé. Nous ce qu'on cherche c'est à globaliser sur l'échelle d'un écosystème et que tout fonctionne ensemble. Et donc, bien, on vient de voir des applications géniales en fait de chaque individu, de chaque élément du système. Mais là, on a une plante, mais il y a 5 royaumes dans la nature. Les 5 royaumes de la nature, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est les champignons, c'est les algues et c'est les bactéries. Et c'est un monsieur qui s'appelle George Chan, qui est un des mentors de Gunther Pauli, qui a en fait mis au point le concept de integrated farming, donc culture intégrée en français. Et la différence, on va dire, avec la permaculture, c'est que la permaculture de Bill Mollison et David Holmgren se basait en fait sur, on va dire, avait condensé la fraction non visible en un seul terme et ne faisait pas la dissociation en fait entre le monde des champignons, le monde des bactéries et le monde des microalgues. Et donc du coup, on perd légèrement en efficacité si on ne voit pas et on n'utilise pas l'intégralité de ces 5 royaumes. Alors du coup, je voudrais expliquer dans cette vidéo en fait point par point. Donc on va faire des plantes, les animaux, les champignons, les bactéries et les algues. Et je voudrais qu'on passe un petit peu en revue ces 5 royaumes de la nature. Génial, on va se régaler. Et parler donc de diverses initiatives, innovations qu'on a en fait dans la Fondation Zeri, des techniques qu'on utilise pour utiliser concrètement ces 5 royaumes de la nature. Génial. Alors, on va parler un petit peu des plantes et on va parler de loi de la physique. Je voudrais parler donc d'un projet qui est bien connu et dont on va peut-être souvent parler dans Super France. C'est les serres de tomates qui produisent de l'eau douce. Ouais. Alors Pierre, je sais que tu étais très très friand et que tu voulais entendre parler des serres de tomates qui produisent de l'eau douce. Donc on va expliquer rapidement en fait la technologie. Donc c'est une technologie, on est typiquement sur une technologie qui est inspirée de l'écosystème. Et donc, en fait, on se base sur les lois de la physique qui s'appliquent à l'ensemble du système Terre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on a le Soleil qui va réchauffer une masse d'eau de mer et on va évaporer en fait cette eau de mer. Quand on évapore l'eau de mer, le sel ne s'évapore pas et reste
et reste en fait dans l'eau, solubilisée. Par contre, l'eau, elle, l'eau pure, va monter et va venir saturer l'atmosphère. Quand on sature l'atmosphère, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait chaud, plus l'atmosphère est saturable en eau. Plus il fait froid, plus la quantité d'eau qui peut être retenue dans l'atmosphère est minime. C'est pour ça qu'on a des phénomènes de rosée en France, parce que en général, il y a une grande différence de température entre le matin et la nuit. Et donc, quand on se lève le matin qui fait 13 degrés alors qu'il en faisait 30 la journée, eh bien, la quantité d'eau qui était contenue dans l'atmosphère c'est à perler sur les plantes. Et en plus, les plantes qui ont continué leur évapotranspiration ont elles-mêmes perlé, en fait. Bref. Donc, on commence par évaporer de l'eau de mer et on va saturer une pièce en eau. On va avoir une pièce qui va être très chaude avec donc de l'eau de mer qu'on a évaporée, donc une hyper humidité dans la pièce. Et ensuite, en fait, on va mettre dans cette pièce-là des tubes dans lesquels vont circuler de l'eau qui est pompée en fait en profondeur dans l'océan ou dans une masse d'eau. Et en fait, quand on pompe de l'eau en profondeur, eh bien, cette eau-là est beaucoup plus froide. Elle est même très froide. Et donc, du coup, on va avoir de la condensation qui va se mettre sur le tuyau. Et en récupérant cette condensation-là, c'est comme ça qu'on crée en fait de l'eau pure. Et on reproduit en fait exactement le phénomène de pluie. Donc, l'avantage de cette technique-là, en fait, c'est qu'on va être capable de produire de l'eau douce à partir du soleil et rien d'autre. C'est-à-dire que du coup, on a le potentiel en fait de valoriser des terres où à l'origine il n'y a rien. On va donner de la valeur à une terre où à l'origine il n'y a rien du tout. Est-ce que tu as des réactions là-dessus? Ouais, je prends des notes et je réfléchis en même temps. Par rapport au soleil, j'ai l'impression aussi qu'il y a le soleil, évidemment, qui est une ressource essentielle à ce processus, mais tu parles aussi d'aller puiser de l'eau profondément. Donc, il faut qu'on ait accès quand même à une espèce de, soit d'une nappe phréatique, soit, je sais pas moi, à la mer. Il faut quand même qu'il y ait ce prérequis-là d'aller forer et d'aller chercher l'eau en profondeur. Donc ça, c'est peut-être un frein à la création de ce projet. Je sais pas. Alors effectivement, c'est un projet qui se met en place plutôt sur les zones littorales. D'accord. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait accès à une masse d'eau. Et alors je m'attendais à une petite question de ta part, mais comme tu l'as peut-être pas posé, je vais en parler. Ouais. On peut penser qu'en fait, on va devoir aller puiser cette eau-là de manière mécanique, mais en réalité, en fait, on peut utiliser une différence de pression, faire un effet paille, un effet siphon pour remonter cette eau-là de manière tout à fait mécanique, sans utiliser la moindre gramme d'énergie. D'accord. Et avec un simple différentiel de pression, en fait, qu'on peut très facilement créer, en fait, avec un différentiel de température. D'accord. C'est rigolo que tu parles de ça parce que je viens de tourner une vidéo pour ma chaîne sur la physio et en ce moment on est sur le cardiovasculaire. Et l'un des facteurs qui influence le cardiovasculaire, c'est le différentiel de pression, justement, par rapport à l'aorte et au bout de nos artérioles, etc. Donc c'est exactement la même histoire. C'est exactement le même. Les systèmes se répètent. C'est de la géométrie sacrée, c'est la fractale, c'est tout ce genre de choses-là. Les lois de la physique sont immuables. Et c'est là la différence avec la biologie. Et c'est pour ça qu'on va évoquer les 5 royaumes de la nature. Parce que dans la nature, on tire la résilience de la diversité. Et je me suis fait une réflexion qui peut peut-être t'intéresser, Pierre. C'est sur la santé. Et la santé d'un écosystème, mais c'est aussi la santé du corps humain, parce que le corps humain est un écosystème. Et je me disais qu'en fait, finalement, la santé, c'était peut-être la résilience face au stress. Et comment est-ce qu'on crée la résilience face au stress? Moi, j'ai un automatisme dans ma tête, c'est quand on me dit résilience, j'ai dit diversité tout de suite. Parce que la résilience, en fait, elle vient que par différents facteurs qui sont apportés par la diversité. Et donc, si on veut un corps sain, il faut manger une diversité. Il faut manger une diversité d'aliments. Il faut manger une diversité d'organismes. Donc, ça peut être des plantes, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries,
Ça peut être, alors des animaux, ça se débat. On a aussi, tu vois, les, euh, les œufs, etc. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que si, par exemple, on veut éviter les produits animaux, alors on a tout intérêt à garder un maximum de diversité dans les plantes, dans les champignons, dans les bactéries et dans les algues, puisque c'est là où on va pouvoir retrouver un maximum de nutriments qui nous sont essentiels. Bien sûr. Et donc, on va voir que les écosystèmes fonctionnent exactement pareil. Ils ont besoin de la diversité des organismes. Ils ont besoin de ces 5 royaumes de la nature. Mais oui. On en a parlé un petit peu avec Idriss dans l'interview. Pour moi, la santé, ça ne devrait même pas exister ce terme-là parce qu'il n'y a qu'une adaptation. Hein. Il n'y a que le reflet du corps humain et notre écosystème, il est le reflet de notre environnement. Donc, finalement, bonne et mauvaise santé, c'est vraiment des termes qui sont déjà très occidentaux. Hein. Bonne ou mauvaise, ça ne veut pas dire grand-chose pour un bouddhiste ou pour autre chose. Après, oui, le facteur qui est primordial derrière cette diversité, on pourrait dire aussi la volatilité, c'est-à-dire le fait que l'environnement est constamment en train de changer. Tous les facteurs sont constamment en train de changer. L'alimentation, c'est un des facteurs, donc lui aussi, il doit évoluer tout le temps. Le hasard, et donc, avec un terme un peu plus technique, la volatilité, c'est ce qui entraîne le renforcement, la loi de l'hormèse, l'homéostasie, tout ça en fait. C'est ce qui entraîne tout, ce qui permet le vivant. Le vivant tape dans des murs, il tape dans des impasses, dans des impossibilités, il bifurque, il trouve une solution et il évolue comme ça. Et donc, comment aller contre le vivant et détruire la magnificence de la nature, ben, c'est ne pas respecter ce principe-là, chercher le confort, chercher le linéaire, chercher l'emprunt et le remboursement sur 20 ans. Bref, tout ce que nous vend la société actuelle ou la monoculture. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Un petit truc à ce que tu. Comment? Je rajouterais peut-être un petit point à ta réflexion. Je pense que la recherche de la perfection fait aussi partie de quelque chose de contre-naturel. Parce que pour moi, la perfection, c'est un concept qui est statique et que dans la vie, il n'y a jamais rien de statique. Tu as l'électronique de Vasson qui montre très clairement qu'il faut des flux, en fait. Il faut des variations. C'est un petit peu dans ces petites fluctuations-là qui permet la vie. Et donc, pour moi, la perfection est en tant que concept statique, puisque par définition, si quelque chose n'est pas, si c'est alors qu'il n'y a rien à changer, alors il n'y a rien qui bouge. Sinon, ça veut dire que c'était pas parfait. Là, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible dans le vivant. Et donc, voilà, la vie n'est pas parfaite, mais la vie est belle. Et c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on gère les aléas. Carrément. Donc voilà, on va revenir sur notre histoire de carottes. Ça peut être des carottes, hein, mais en l'occurrence, c'est des tomates qui produisent de l'eau. Et donc, voilà, en fait, en gros, on va créer un environnement où on va saturer donc l'atmosphère en eau à partir de l'évaporation de l'eau de mer et on va recondenser cette humidité dans l'atmosphère pour en faire donc de l'eau douce et qui est en fait l'équivalent de l'eau de pluie puisque dans la nature, on a le soleil qui réchauffe les océans, l'eau des océans qui s'évapore, on a des masses nuageuses qui se forment et la condensation fait que l'eau, voilà, il pleut. Et donc, ça nous permet de valoriser en fait des zones qui jusqu'alors n'étaient pas valorisables. Donc, dans ces serres, donc on a l'exemple de Sundrop Farm, dont tu mettras, j'imagine, le lien et un petit visuel sur la vidéo. Ouais. Donc, Sundrop Farm, ils sont sur un système d'aquaponie auquel on pourrait reprocher tout un tas de choses à l'aquaponie. Mais l'utilisation de cette technologie de ne pas utiliser aucune calorie pétrole. Alors, dans leur site, ils disent qu'ils utilisent des fertilisants organiques, biosourcés, etc. Mais hormis ça, ils n'utilisent aucun chauffage, puisque le chauffage, c'est le soleil qui l'apporte. Ils n'utilisent pas d'eau, ils n'ont pas de pompage, pas de système de pompage, etc. L'eau vient uniquement de l'évaporation de l'eau de mer. Et donc, par rapport à n'importe quel autre type de ferme de cet ordre-là, ils sont bien plus compétitifs.
Hmm. Donc ça, c'est un paramètre de la nature aussi, c'est que la nature est extrêmement compétitive. Sinon, la nature ne s'implanterait pas dans des coins aussi arides où des fois on se dit mais comment est-ce que cette plante-là est faite pour pousser à un endroit pareil? Donc la compétitivité, c'est un facteur inhérent à la nature. Euh, ensuite, donc ce qu'on pourrait parler maintenant, c'est de ce changement de paradigme d'agriculture va découler des besoins différents dans les variétés qu'on va cultiver. Est-ce que, C'est-à-dire que pardon, je te coupe un petit peu pour revenir sur l'exemple de Sundrop Farm. Est-ce que ouais, d'autres, je pense que eux, c'est peut-être ceux qui ont créé la chose à plus grande échelle. C'est sans doute l'exemple qui est le plus représentatif de cette méthode-là. Est-ce que tu as exactement. justement des gens qui ont choisi de pas passer par l'aquaponie, d'utiliser cette méthode que tu décris pour récupérer de l'eau potable et utiliser une zone qui ne serait pas forcément utilisable autrement. Voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples qui respectent mieux Alors, l'économie bleue et l'écosystème? ok, la personne qui a inventé le concept de ces serres-là qui utilisent l'eau de condensation, Mhm. c'est Charlie Patton. D'accord. Et lui, en fait, il a développé après avec différentes compagnies différents types de serres. Alors, il se trouve qu'après, dans l'application qu'on en fait, effectivement, on peut passer justement sur un système d'aquaponie, Mhm. mais rien ne nous empêche en fait d'être sur un système qui soit justement plus permaculturel, si on veut. Et alors là, on pourrait passer des heures à expliquer le fonctionnement d'un sol et comment est-ce qu'on peut faire la régénération d'un sol à partir de zéro. Mais je crois qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous sur Internet. Il y a juste à voir Joe F. Lawton qui fait son projet Regreen the Desert au Soudan, il me semble, et qui est juste fabuleux. Mais on peut imaginer que bah voilà, Joe F. Lawton, il vit en fait aux aléas des contraintes qu'il a dans son environnement et il n'a pas toujours de la pluie. Il a de la pluie peut-être une fois dans l'année ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, s'il avait accès à un système comme ça, il pourrait utiliser ça en permanence pour produire de la biomasse végétale. Et la biomasse végétale, il pourrait l'utiliser en permanence pour recréer du sol. Et en fait, on pourrait arriver d'un point focalisé à une petite serre comme ça, à recréer petit à petit en fait un écosystème autour de ça. Et on pourrait imaginer Regreen the Desert, mais à une échelle incroyable, à Mhm. partir de fermes qui produiraient en plus de la nourriture, donc des tomates, des asperges, peu importe, je sais pas quoi d'autre, mais n'importe quoi est cultivable à partir du moment où vous avez de l'eau et du soleil, Ouais. de la chaleur, de l'humidité, n'importe quoi est cultivable. Est-ce que c'est reproductible au niveau individuel à la maison? Est-ce que je peux faire quelque chose chez moi? Alors, c'est reproductible, disons qu'on peut faire des essais de cette expérience-là. On peut faire des essais avec des pailles en envoyant justement, en saturant une atmosphère ou bien en utilisant un jour où il fait juste très chaud et très humide. On peut très facilement, on a tous vu en fait quand le serveur nous sert un verre avec plein de glaçons, on a tous vu que bah, il y avait de l'eau qui s'agglutinait sur les pores du verre. Mhm. C'est exactement ça en fait. Cette expérience-là, tout le monde peut la faire et tout le monde l'a sans doute déjà faite. Après, à l'échelle individuelle, la mécanisation que ça nécessite, je suis pas sûr qu'il y ait des projets petite envergure qui soient envisageables, D'accord. mais on peut s'en inspirer grandement. Mhm. On peut s'en inspirer grandement et on peut déjà arriver à faire quelque chose d'intéressant. Hmm. C'est ce que ça me fait penser, ça va être une digression un petit peu, mais tu connais sans doute Mike Horn, Ouais, qui montrait une fois une astuce de survie où il mettait en fait des végétaux, il creusait un trou dans le désert, il mettait des végétaux au fond du trou, il tendait une espèce de bâche et il attendait le jour suivant et en fait la condensation allait faire que l'eau allait se recueillir sur la bâche. C'est très ouais, sympa cette méthode-là. Et en fait, il extrait des végétaux l'eau qui est déjà là par ces différentiels de température en fait où au fond du trou il fait plus frais, en haut il fait très chaud et il arrive à récupérer à l'intérieur du trou. Il avait mis un petit récipient l'eau qui goûtait en fait. exactement. Eh ben Donc exactement. voilà. C'est exactement ce qui est reproductible. C'est exactement ce que j'allais te dire. Hmm. Si on met, je ne serait-ce qu'un petit caillou sur la bâche pour Voilà. créer une ondulation,
Hop. L'eau va monter, va s'agglomérer sur la bâche, va ruisseler. Quand elle va arriver là, comme un stalactite, elle va tomber. Et Hmm. si en dessous on a un récipient, et ben effectivement, on va réussir à récolter cette eau-là. C'est C'est ça. exactement le principe des fermes de Sundrop et de Hmm. Charlie Patton. Hmm. Super. Et donc, alors ce que je voulais rebondir un peu là-dessus parce que on a des problématiques agricoles qui sont absolument considérables à notre époque. Et donc, ça, c'est une technologie qui est absolument fabuleuse pour régler tout un tas de problèmes, notamment le problème de l'accès à l'eau. Euh, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et une des autres choses que j'avais envie de discuter, c'était les problèmes de semences. Parce que, sans rentrer dans les détails, il y a des plantes comme par exemple la tomate qu'on a extraites de leur milieu naturel, c'est-à-dire que la tomate est originaire de l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il fait très chaud, très humide. On est quand même dans les montagnes, donc il fait pas non plus 40 degrés, mais ça reste un climat très chaud, très humide, tropical donc. Et aujourd'hui, ces tomates-là, on les a majoritairement cultivées dans des zones géographiques où on a les 4 saisons, ou bien où on a une sécheresse intense, Hmm. comme l'Israël par exemple, qui est un gros producteur de tomates. Mais dans les autres exemples, on peut parler de la Chine, on peut parler de l'Italie, etc., etc. Et ces tomates-là, malheureusement, en fait, leur génétique, elle est plus du tout adaptée à la cultivation dans des zones tropicales parce qu'elle supporte plus justement cette chaleur humide. Donc peut-être qu'en la remettant dans des serres, dans des conditions qui sont justement plus proches de leur milieu naturel, où elle devrait normalement euh, très bien pousser et devenir des vrais arbres, hein, parce que je rappelle que la tomate, c'est quand même une plante pérenne normalement. Hein. Hmm. Normalement, la tomate, s'il n'y a pas d'hiver, elle continue de pousser, elle est là. Hmm. Eh bien, en fait, ces tomates-là ne supportent pas sans pesticides l'humidité. Ils attaquent des insectes, tout ce genre de choses. Donc, bien au sein de Zeri, en fait, on a été contacté par une association basée en Équateur. Et cette association-là, en fait, ils sont allés chercher tout au sein de l'Amérique latine, en Colombie, au Galapagos, dans plein de pays, euh, la génétique en fait des tomates euh, sauvages. Hmm. C'est-à-dire que les tomates sauvages, elles ont besoin d'aucune aide. Elles poussent et elles produisent en permanence sans aucune aide, sans aucun traitement, sans aucun engrais, etc., etc. Et donc, ils sont allés chercher la génétique de ces tomates-là. Ils l'ont étudiée pendant 30 ans. Et en fait, ils ont fait des croisements avec des variétés normales, enfin normales, cultivées, pour réintégrer en fait petit à petit du patrimoine génétique sauvage dans du patrimoine génétique de tomates cultivées. Et donc, ils ont créé des nouvelles variétés de tomates qui sont, et de naranjil et de maïs au passage, mais de tomates également. Et donc, ces tomates-là, en fait, elles ont des qualités gustatives très intéressantes et bien meilleures que si on avait utilisé donc des engrais ou des pesticides. Et elles ont la résistance génétique pour justement être cultivées dans des conditions euh, d'humidité et de chaleur importantes, chose que n'ont plus forcément en fait nos tomates actuelles, la majorité des variétés actuelles, étant donné que, sans parler même des hybrides, la plupart des variétés en fait ont été créées dans des climats qui sont doux, voire aux 4 saisons ou secs, mais en tout cas plus des climats tropicaux, subtropicaux, humides, comme c'est le cas en Équateur et dans toute la région d'Amérique latine, là où elles sont originaires. D'accord. Donc, est-ce que tu connais le nom de cette association? Alors c'est Reimi Lacta. D'accord. Je t'enverrai un Ouais, je lien. le mettrai en lien. Et Et donc, voilà, ça fait partie aussi de se rapproprier en fait sa santé parce que, bien forcément, quand on a une plante qui est cultivée dans un écosystème sain, mais qui est elle-même saine en étant dans un écosystème sain, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des végétaux qu'on a à l'heure actuelle, comme le disait très bien Claude Bourguignon, on fait de la gestion de pathologie végétale. Hmm. C'est-à-dire que la plante, si elle se retrouve dans un écosystème sain, avec d'autres végétaux, des insectes, etc. autour d'elle, c'est des plantes qui sont pas capables de se défendre et qui sont tout de suite anéanties. Hmm. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a sélectionné des génétiques au cours des années qui sont des plantes qui ont besoin justement de conditions de culture
qui sont absolument contre-naturelles. Il n'y a jamais des quantités de phosphore aussi importantes dans les sols, il n'y a jamais des quantités d'azote aussi importantes dans les sols. En tout cas, c'est pas les mêmes formes, c'est pas la même. On s'appuie pas du tout sur la même chose. L'agriculture s'appuie uniquement sur la plante, alors que l'écosystème fonctionne sur une myriade d'organismes qui fonctionnent en symbiose pour produire. Et la plante est un élément de cet écosystème. Et oui. Donc, pour résumer, si on respectait les lois de cet écosystème chez nous, avec, par exemple, cette innovation de créer une serre qui utilise la condensation, en fait, la différentielle de température pour avoir de l'eau potable, etc., et qui crée donc un environnement propice aux vraies tomates, on pourrait avoir chez nous des tomates pérennes, donc arbres, comme tu disais, qui sont là toute l'année, qui pourraient donner des fruits non seulement de valeur nutritionnelle incomparable sans doute, mais en plus gustative, sans doute absolument à tomber par terre, génial. Bref, tous les acteurs, c'est bien ce qu'on disait dans l'économie bleue où tous les acteurs sont épanouis, tous les acteurs seraient épanouis puisqu'il n'y aurait pas de dépenses énergétiques de la planète, on utilise juste ce qui est là, le soleil et puis ce différentiel de pression pour utiliser l'eau. On récupère de l'eau potable en plus, on cultive, on se nourrit, on renchérit l'écosystème en tant que tel. Ça paraît super tout ça. Exactement. Et on peut aller plus loin. On peut aller plus loin encore en intégrant encore plus de royaume de la nature dans ce système-là. Et je voudrais donner donc juste sur l'exemple animal, je voudrais parler d'une ferme en Allemagne. Alors, pardonnez s'il y a des gens qui parlent allemand, pardonnez mon accent allemand et je suis même pas sûr que je vais bien le prononcer, mais c'est Hermannsdorfe Landwerkstätte. Donc, je te donnerai le nom parce que c'est un nom qui est assez long. Ouais, je veux bien que tu l'épelles. Mais c'est une ferme en fait qui est en Allemagne et donc le business model en fait il est basé sur la production de viande, de porc et de poule, de viande de poule et d'œufs forcément. Et donc la ferme est 100% bio et l'idée en fait c'était de combiner la production d'œufs et la production de porc dans un champ complètement ouvert dans une prairie. Et donc en fait, la synergie qui s'opère entre les deux éléments, les deux acteurs, donc les poules et les cochons, c'est que les cochons sont impressionnants et volumineux, et donc du coup, ils protègent les poules des attaques de rapaces, mais également des attaques de renards, puisqu'on les fait dormir ensemble la nuit, et que les poules, elles déparasitent les cochons, et que quand les poules dorment avec les cochons produisent de la chaleur monte, les poules sont, elles, dans le haut de la maisonnette, du poulailler, et elles bénéficient de cette chaleur-là, ce qui augmente en fait la longueur dans laquelle elles peuvent pondre. D'accord. Donc on a une productivité qui est augmentée, et on a des coûts qui sont complètement diminués, parce que du coup, il n'y a pas besoin de traiter pour les parasites, on n'a pas besoin de mettre des infrastructures incroyables pour protéger les poules des rapaces, et tout se fait de la manière la plus logique. Et alors, un autre bénéfice de ça, c'est que derrière, on a appris aux cochons à aller à la selle. On a appris aux cochons à aller à... Exactement, les cochons sont extrêmement intelligents et ils apprennent bien plus vite que les êtres humains à aller à la selle à un endroit défini. D'accord. Et donc, les cochons ayant appris à aller à la selle, eh bien, c'est pareil, l'énergie pour la maintenance est diminuée. Et donc, en fait, on a une ferme qui est beaucoup plus productive et dont le coût d'entretien est beaucoup plus faible. Et donc, tout ça, en fait, dans une synergie qui est totalement naturelle, avec simplement en mettant ensemble les deux copains, les poules et les cochons. On sent bien qu'en fait, la complexité du vivant est ce qui en fait vraiment sa perfection, parce qu'on disait tout à l'heure, la perfection n'existe pas, mais c'est justement dans cette adaptation constante et cette interrelation entre les acteurs que c'est parfait. Et donc, voilà, c'est ça qui crée la richesse du vivant. À partir du moment où l'homme s'est amusé à prendre un élément séparé de l'autre pour faire une monoculture ou un élevage intensif d'un animal, là, on a vu que ça fonctionnait pas. Là, on a vu qu'il fallait des béquilles, des grosses béquilles, et qui impactaient tous les acteurs négativement.
Exactement. Alors là, du coup, on pourrait se référer un petit peu à la permaculture, où la permaculture nous dit que une pollution, c'est une ressource inexploitée. Et c'est exactement ça. En réalité, si on prend n'importe quelle pollution, on pourrait se poser la question pour les plastiques, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où on peut utiliser le déchet, la pollution plastique, comme une ressource pour produire de l'énergie. Mais c'est également vrai, par exemple, pour le CO2 qui est produit par la respiration des animaux. Ce CO2-là peut être utilisé pour la production d'algues, dont on va parler juste après, enfin juste après, un petit peu après. Euh, mais il y a vraiment tout qui est réutilisable et il suffit juste vraiment de savoir utiliser en fait les organismes, les 5 royaumes de la nature qui ont chacun la clé pour retraiter une pollution, retraiter une matière qui du coup devient une ressource et augmente toujours plus la richesse de l'écosystème. Génial. Donc on retombe sur nos pattes de dire que la résilience, la diversité est la clé pour la résilience. Alors, le prochain royaume de la nature que tu veux nous présenter, qu'est-ce que c'est? Alors là, on va s'attaquer à du très lourd, du très gros. Euh, Pierre, c'est les champignons. On va parler des champignons. Et je voudrais juste faire un petit parallèle avant, un petit parallèle japonisant. Je sais que toi et moi, on affectionne beaucoup le Japon, mais je voudrais parler un petit peu de la nourriture japonaise et de la relation qu'elle a avec ces 5 royaumes de la nature. Le Japon, je pense, est un des rares pays qui consomme abondamment les 5 royaumes de la nature et on a une très claire image en Occident. On sait très bien que les Japonais sont quand même des gens qui sont sains. Alors après, quand on y vit au quotidien, on se rend bien compte qu'il n'y a pas toute la nourriture japonaise qui est sain et que ça, c'est encore aussi des choix individuels qui font que, voilà, on va être plus ou moins sain. Mais la nourriture traditionnelle japonaise, le washoku, il y a abondamment l'utilisation de végétaux, l'utilisation d'animaux, mais on a aussi beaucoup de champignons. On a la soupe miso où il y a les champignons et les algues, et on a également énormément de lactofermentés, donc on a beaucoup de bactéries. Et donc voilà, juste un petit parallèle pour dire que les Japonais sont sains, la nourriture japonaise est extrêmement saine, de par encore la consommation de diversité. Oui, oui. C'est vrai qu'on la cite souvent dans les zones bleues, par exemple d'Okinawa ou peu importe, on sait toujours que, enfin, ils sont souvent cités pour la longévité, mais aussi la santé-vité, c'est-à-dire rester en santé longtemps. On voit les papis et les mamies qui sont encore tout à fait fonctionnels et ont toute leur tête, etc. Et comme tu l'as très bien dit, manger traditionnel, parce que évidemment le Japon d'aujourd'hui est tombé dans la modernité aussi. Donc, vous allez trouver des fast-food, vous allez trouver des déviances que nous aussi on a connues en Occident. Mais vous mangez un repas traditionnel, un washuku comme tu disais. Euh, vous allez dormir dans un ryokan un jour, dans un hôtel traditionnel. On va vous servir ce qu'on mangeait à l'époque. Et même vous allez dans les campagnes japonaises. Généralement, ils ont continué à garder ces genres de traditions-là. On mange sobre, hara hachibu, 80% de son estomac, on se gave pas jamais, et on mange diversifié, les choses sont séparées. Dans le kaiseki, on mange une chose après l'autre, etc. On goûte chaque chose, et comme tu l'as dit, on retrouve les différents royaumes de la nature, des algues, des champignons, l'animal, le végétal, c'est top, parfait. Ils ont tout Exactement. compris. Je voudrais juste faire un petit parallèle vite fait sur Okinawa, Mm. parce que moi j'y ai vécu pendant plusieurs mois. Mais oui, Et donc c'est une zone que je connais assez bien du Japon. Et malheureusement, la préfecture d'Okinawa était la préfecture euh, avec la longévité la plus élevée au Japon. Et il y a quelques décennies, il y a eu l'arrivée des bases américaines qui sont à 80%, 80 ou 95%, je sais plus, 80, 95% concentrées, il me semble, sur Okinawa. Et donc, il y a la culture américaine qui s'est implantée à Okinawa avec beaucoup plus de fast-food que le reste du Japon. Et malheureusement, aujourd'hui, Okinawa, la préfecture d'Okinawa est dans un paradigme qui est assez intéressant, mais assez conflictuel en fait entre la jeunesse qui consomme énormément de fast-food et qui du coup en fait la préfecture d'Okinawa se retrouve à être la préfecture du Japon avec pardon le plus de diabète. ouais. Et à côté de ça, on a le nord de l'île qui est encore très très rural et où on a encore beaucoup justement de centenaires, super centenaires,
qui mangent le régime traditionnel d'Okinawa. Et donc, c'est encore là où on a le plus de personnes âgées et qui vivent vieux et longtemps, quoi. Inspirons-nous des bonnes leçons de l'histoire, c'est sûr. Exactement. Donc, les champignons. Ouais. Les champignons, allons-y. Les champignons, je voudrais commencer par un petit truc, quelque chose pour vous dire à quel point les champignons, c'est fantastique, mais à quel point on ne les connaît pas. Si je dis maintenant que le plus grand prédateur de la poule, c'est le renard, personne ne va émettre aucun doute. Tout le monde va me dire, ok, oui, peut-être, et pourquoi? Si je dis maintenant que le plus grand prédateur du champignon, c'est le champignon, tout le monde va se poser des questions. Et pourtant, c'est absolument vrai. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un royaume de la nature, ça englobe tellement de choses, tellement de diversité déjà à l'intérieur de ce royaume-là, qu'il peut y avoir autant de différences entre un champignon et un autre qu'il y en a entre une grenouille et un chien ou un être humain. Et donc, dans les champignons, on a une diversité qui est incroyable. Et donc, on a des champignons qui sont microscopiques, des levures, qui peuvent justement manger des champignons macroscopiques que l'on voit à l'œil nu. Et on a des champignons qui sont saprophytes, c'est-à-dire qui vont détruire de la matière organique morte. Et on a des champignons qui sont symbiotiques, qui vont travailler avec les végétaux et qui vont leur fournir de la nutrition, etc. Et c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, mais on n'aurait pas assez d'une vidéo pour en parler. Donc, là où je voudrais en venir, c'est qu'en réalité, le rôle du champignon dans l'écosystème est extrêmement varié, mais majoritairement, le champignon, c'est un consommateur de carbone. Que ce soit sous forme de sucre que la plante lui envoie dans un champignon symbiotique, ou par la dégradation de la lignine, de la matière carbonée qu'a aggloméré le végétaux pendant toute sa vie, que le champignon va dégrader pour en retirer des briques de Lego, des glucides avec lesquels il va se nourrir et pouvoir fonctionner. Donc pour les champignons saprophytiques, le champignon, c'est un consommateur de carbone. Or, on a énormément de carbone disponible autour de nous si on regarde et si on sait où regarder. Et donc, une des idées de Zeri et une des idées de la Blue Economy qui a été développée par le professeur Chan, je crois que je ne dis pas de bêtises, mais il faut que je regarde le nom. En fait, c'est d'utiliser tout le carbone disponible pour faire la production de champignons. Et à partir de ce moment-là, la vision change complètement. Parce que du carbone, ça peut être du marc de café, qu'on n'exploite pas du tout. Les cafés, les restaurants, les hôtels ont à foison de marc de café. Ça peut être des tailles de végétaux, donc tout ce qui est région avec des vignobles, il y a des tailles de vignes à chaque année, c'est monstrueux. Ouais. Les vergers, c'est pareil, c'est une production de taille qui est monstrueuse. La production de thé dans des zones justement plus en Asie produit énormément de déchets carbonés. Mais ça peut être aussi dans le sud de la France, on a une industrie des huiles essentielles qui est très développée avec la lavande, avec toutes les herbes de Provence, etc. Faut savoir que les huiles essentielles, c'est la partie antifongique de la plante. Et donc, une fois qu'on a retiré cette partie antifongique, anti-champignon, eh bien, ce qui reste, la matière végétale qui reste, c'est du carbone. Et ce carbone-là peut tout à fait être utilisé pour faire pousser des champignons. D'accord. On a aussi, si on parle des Antilles françaises, on peut utiliser la bagasse, la fibre de la canne à sucre pour faire pousser des champignons. Et encore une fois, avec les champignons, on a une diversité qui est monstrueuse. C'est-à-dire que quand on vous dit telle plante a telle vertu pour le cœur, telle plante a telle vertu pour les fonctions cognitives, telle plante a telle vertu pour la vision, etc. Les champignons, c'est exactement pareil. On a des études qui montrent que certains champignons favorisent les facteurs de croissance nerveux. On a des études qui montrent que le shiitake, par exemple, favorise le système immunitaire. On a plein d'études qui sont ultra intéressantes sur les champignons et on n'a encore qu'un balbutiement. Donc, j'ai envie de dire, il faut foncer parce que il y a un marché qui se développe et qui va cesser de se développer, notamment avec le véganisme,
parce que le champignon convertit du carbone non assimilable par l'organisme humain en une panoplie de minéraux, d'acides aminés et de substances nutraceutiques, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire à la fois un impact nutritionnel, mais aussi santé. Et donc, on va voir vraiment foisonner les champignons dans notre économie demain. Et donc là, il suffit juste de changer sa vision et de se dire, le carbone, où est le carbone? Et ouais. Ouais, c'est fou de Et se dire ça, alors que justement, jusqu'à maintenant, c'était je ne veux pas voir le carbone. C'est-à-dire, je brûle mes déchets végétaux dans mon jardin, ou j'en fais des tas dans un coin, je veux pas les voir. Et là, on se rendait bien compte que si on laissait un tas dans un coin, ah ben il y avait des champignons qui popaient dessus. Et bon, ben en fait, c'est une base, c'est une nourriture pour les champignons. Et c'est vrai que tu as raison, c'est très très tendance dans tout ce qui est superfood. On parle beaucoup, tu vas nous en parler sans doute après, de la culture de la spiruline, etc. J'ai fait une formation aussi avec Gilles Planchon, qui est notre monsieur français de la spiruline. Euh, bon, la culture d'algues, c'est une chose, mais c'est encore un domaine qu'on commence un petit peu à comprendre, mais quoique. Mais alors, le monde du champignon, comme tu as dit, c'est un des royaumes du vivant où on défriche encore. Hein. Sans doute que les plantes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec la phytothérapie. Tous les deux, on a fait des formations de naturopathes, donc phytothérapie, huile essentielle. Bon, on commence à plus ou moins avoir fait un tour de ce qu'on pense être utilisable. Quoique, on en est évidemment bien loin, on ne découvrira pas tout. Mais j'ai l'impression que le monde des champignons, c'est un truc qui est vaste, et encore plus vaste, encore plus profond et encore plus inexploité. Et sa culture est encore plus simple. Comme tu l'as dit, il faut se servir de ce on considère comme du déchet et qu'on a trop accumulé jusqu'à maintenant. Donc ça coche toutes les cases, quoi. exactement, exactement. Et c'est là encore une petite différence qu'on peut noter en fait avec la permaculture et donc la culture intégrée de George Chan, c'est que lui, il avait tout de suite intégré en fait ces 5 royaumes de la nature et donc la culture des champignons comme quelque chose d'ultra intéressant. Mais ça peut être également des levures. Ça peut être également des levures. Les champignons, tu parlais un petit peu de l'étendue des pouvoirs des champignons. Il faut suivre impérativement ce qui se passe au niveau de la mycorhize. Il faut suivre des personnes comme Marc-André Sellos, il faut suivre des personnes comme, comment est-ce qu'il s'appelle, Hervé Coves. Il faut suivre toutes ces personnes-là parce que c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer autour des mycorhizes. Et la France, on est un très bon pôle de recherche là-dessus. Et je pense qu'en France, on est peut-être un des endroits où on a le plus digéré cette information mycorhizienne, là où certains autres pays, en fait, n'ont encore pratiquement pas entendu parler des champignons mycorhiziens. En tout cas, dans le domaine public, on va dire. Super. Donc voilà, les champignons, une source très très importante de nourriture. Et pour moi, ce qui est ultra important avec les champignons, c'est l'ouverture qu'ils offrent à une agriculture 3D. Parce que avec les champignons, en fait, on passe d'une agriculture de plantes annuelles, de monoculture, à une agriculture qui est une polyculture de différents végétaux et une culture qui est en 3D basée sur des plantes qui soient pérennes. Parce que la plupart du temps, les plantes qui bénéficient le plus des mycorhizes sur le long terme, c'est les plantes qui sont pérennes. Et puis, si on veut parler des plantes saprophytiques, il faut qu'on ait du carbone qui soit créé, il faut qu'il y ait de la lignine. Et dans les plantes qui créent du carbone, qui créent de la lignine, du carbone dur, c'est bien souvent des arbres, c'est bien souvent des bosquets. Et donc, du coup, on a tout un changement de paradigme à faire dans cette perspective-là, parce que on commence à voir des mouvements comme les incroyables comestibles, etc. Mais il y a tout un travail énormissime à faire à ce niveau-là, parce qu'il faut qu'on réinvente toute l'agriculture par le retour d'un écosystème diversifié. J'écoutais il n'y a pas longtemps une conférence incroyable de j'ai oublié son prénom, Konrad Schreiber, qui présentait les prairies pour la culture des céréales. Et on a vraiment tout à faire parce que la sélection variétale est allée dans un système qui est basé sur la pétrochimie, l'utilisation de pesticides, l'utilisation
de fongicides, etc. Alors que si demain on veut justement profiter de la diversité, il faut arrêter de tuer tout ça et il faut créer des plantes qui sont capables de gérer elles-mêmes la compétition qu'elles ont entre elles. Et l'être humain, on n'aura plus qu'un rôle d'observateur et on va créer des quantités astronomiques de nourriture avec une quantité de travail qui va être, j'ai envie de dire, presque ridicule. C'est ça, c'est qu'on réduit le degré d'intervention. C'est toujours cet interventionnisme de l'humain finalement qui met ses gros doigts dans des rouages qui sont trop complexes dans une horlogerie suisse et encore, à mon avis, c'est pas aussi complexe que le règne de la nature. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est que dans cette agriculture 3D, c'est justement un écosystème où le champignon va trouver sa place évidemment très fortement avec le règne végétal. Évidemment, Exactement. il va aider l'animal, l'humain, il va aider la nourriture, la consommation, etc. Mais ils vont vraiment renforcer, s'entraider. Les synergies les plus puissantes sont sans doute à trouver entre le règne des champignons et le règne végétal. Bien sûr, ouais, ouais. Et alors, on va reparler un petit peu du Japon. Je suis désolé, mais le Japon, c'est un pays qui a une surface forestière qui est incroyable. Il me semble que faudrait que je vérifie les chiffres, mais il me semble que c'est à peu près 90% de la surface du Ouais, c'est Japon énorme. Ouais. qui est forestière. Dès qu'on sort des grandes villes au Japon, c'est tout de suite la forêt. Mm. Et ils ont même des problèmes de gestion de la forêt parce qu'ils ont implanté des espèces pour le bois d'œuvre et finalement les espèces se retrouvent un petit peu envahissantes. Euh, mais toujours est-il qu'ils ont une forêt, un couvert forestier qui est très dense. Et donc pour eux, la culture du champignon, c'est l'évidence même. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on a la forêt avec un environnement qui est suffisamment humide, le soleil qui ne frappe pas directement, les champignons deviennent rois. Et donc, j'ai un petit fascicule de culture des champignons que j'ai acheté au Japon. Et donc, je pourrais t'envoyer quelques extraits Ah ouais. où en fait le public japonais devient carrément exigeant vis-à-vis des champignons. C'est-à-dire que nous, on serait super contents et excités de manger des champignons qui sont cultivés sur des substrats différents, du marc de café, des déchets de taille, etc. Les Japonais ont un petit peu cette idée de comment est-ce que je pourrais dire du bio version champignon, c'est-à-dire que ils ont des champignons qui sont créés sur le bois, donc avec des vrais troncs d'arbres. Et pour eux, c'est la qualité un peu plus Et forestière du oui, champignon. c'est une approche très qualitative. Nous, en tant que Français, avec toute notre gastronomie aussi française, on voit bien que certains produits, je sais pas moi, prenons des trucs très culturels comme le fromage ou le vin, si le process de fabrication est pas traditionnel et pas qualitatif, on va regarder ça en disant bon, c'est pas un bon produit quoi. Et eux, peut-être qu'ils ont tellement ça ancré le champignon dans leur culture que si tu leur dis que tu as inventé un truc novateur et que c'est pas comment dire raffiné, bon, ben, peut-être ça va moins les intéresser. Ça se comprend. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ce que je regardais, c'est qu'il y avait des personnes qui essayaient comment dire, de jouer un petit peu avec ça et qui faisaient, par exemple, en fait, des sacs où ils vont faire la culture du champignon, c'est-à-dire qu'on prépare le substrat, on le stérilise et on met dedans la bactérie, donc le mycélium de champignon qui va coloniser tout ça. Et pour un petit peu avoir ce goût forestier que n'ont pas forcément les champignons qui sont cultivés dans des caves, eh bien en fait, il faisait fructifier ces briquettes de substrat sous les pins, donc dans la forêt elle-même, ce monsieur. Et donc, il expliquait qu'il utilisait comme substrat des aiguilles de pin. Alors, les aiguilles de pin, il y a des substances phénoléniques qui tuent les bactéries et les champignons dans un premier lieu. Donc, il faut les laisser un an prendre la pluie avant de pouvoir les utiliser. Mais bah voilà, on a tous, presque tous, les tuyas. Malheureusement, c'est un arbre pour les haies. Je regarde par là-bas parce qu'il y en a une du voisin. Mais les tuyas, c'est quelque chose qui est un petit peu une plaie. Les gens les jettent à la déchetterie, etc. Les tuyas font partie des conifères. Donc, dans le même principe, on pourrait laisser les branches de tuyas un an, les broyer et faire un substrat pour faire la culture de champignons. Bien sûr. Et puis, comme on le disait pour les microalgues, comme le disait Idriss, la France pourrait être une thalassocratie parce que elle a un potentiel énorme avec tout le littoral, toutes les côtes qu'elle a, le rapport qu'elle a à la mer et aux océans. Il y a quand même énormément encore de très belles forêts et énormément d'espaces forestiers en France
sans doute sous-exploité et qui pourrait trouver sa place. En tout cas, le champignon, la culture du champignon pourrait trouver sa place dans cet écosystème-là. C'est sans doute nous aussi une force qu'a la géographie française à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir sur les champignons mycorhiziens, parce que là, la plupart des champignons qu'on peut commercialiser et cultiver en France, c'est des champignons qui sont saprophytiques. D'accord. Donc, en fait, on va juste fournir un substrat, ils vont dégrader le substrat, fructifier et mourir. Mais en réalité, voilà, le champignon, la plus grande diversité se trouve dans les champignons mycorhiziens. D'accord. Et donc, si on arrive à maîtriser parfaitement la culture de champignons mycorhiziens, ça ouvre la porte aux cèpes, aux truffes pas chères, aux cèpes pas chères, à tout un tas de champignons excellents, les girolles, etc. Pour pas grand-chose, et donc une diversité encore super intéressante pour la santé. Et donc, voilà, on espère à fond. Et surtout, pour ça, il faut vraiment qu'on concentre aussi l'opinion des gens et qu'on leur fasse tester de manger plus de champignons, de remplacer leur steak vegan au tofu ou au soja par plus de champignons dedans. Parce que le champignon, c'est quand même un organisme qui est plus proche d'une plante que de l'être humain. On est plus proche d'un champignon que d'une plante. La plante est autotrophe, donc elle est capable de fabriquer son propre carbone avec la photosynthèse. Le champignon ne l'est pas. Donc par définition, on est plus proche d'un champignon que d'une plante. Et donc du coup, si vous voulez remplacer la viande par quelque chose, pour que ce soit plus proche du goût de la viande, c'est plus intéressant d'avoir du champignon que d'une plante. Et juste une petite chose pour parler de clusterisation comme j'aimerais qu'on le fasse de manière plus systématique dans ces vidéos. Le substrat du champignon, une fois que le champignon a poussé et qu'on a fait la récolte, bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va jeter. Bien évidemment, c'est utilisable. Et une des manières les plus simples de l'utiliser, c'est tout simplement de les donner aux poules, parce que les poules vont y trouver des substances tout aussi intéressantes pour leur santé que nous, on trouve dans le fruit du champignon. Et donc, notamment des acides aminés, des vitamines, etc., etc. Et donc, avoir des poulets en bonne santé, ça donne des œufs de bonne qualité. Super, donc il n'y a rien qui est perdu encore et tout le monde profite de ce cercle-là. Génial. Exactement. Bon, en plus, ça semble être, il y a plein d'exemples et je montrerai des photos de culture de champignons, mais ça semble être extrêmement simple, peu coûteux à mettre en place pour une production, pour quelqu'un qui est déjà dans le milieu ou quelqu'un qui veut se lancer. Et on a des exemples en plus français d'entreprises françaises à ce niveau-là. Ce sera bien de mettre des liens. Ce sera bien voilà, vous savez, le but de ces vidéos, c'est que vous ayez les informations en amont de tout ce qui est possible au niveau des initiatives de l'économie bleue pour que pendant le tour Super France, vous puissiez parler à Idriss, à Gunther et à tous les représentants qui soient là avec des questions précises, avec des problématiques précises qui vous concernent. Donc, il y a aussi la faisabilité, donc la mise en pratique qui est importante. Et le champignon, voilà, cet écosystème-là, cet acteur de l'écosystème qui a implémenté, il me semble qu'il est relativement facile à mettre en place. Exactement. Donc, le partenaire qu'on a chez Zeris, c'est Ecofungi, Ouais. qui sont basés à Belgrade, en Serbie, pardon. Et donc, en fait, c'est Ivanka qui a son école. Et donc, elle forme pour plusieurs. Il y a des stages pour apprendre la culture de champignons en faisant. Donc, c'est pas que de la théorie, c'est de la pratique sur le terrain et on voit comment est-ce qu'on fait. Il y a un suivi également. Mais sinon, avant ça, il y a aussi tout un tas de vidéos tutoriels sur Internet. Oui. Et Ecofungi possède également son guide de culture du champignon qui est en anglais. Donc, pour les personnes qui ne parleraient pas anglais, s'il y a des gens motivés pour faire la traduction de l'anglais vers le français, ça serait également très, très sympathique. Et donc, Ivanka, elle a une méthode qui diffère un petit peu des méthodes traditionnelles parce qu'elle utilise en fait la chaleur du compostage pour stériliser son substrat. C'est-à-dire que si vous utilisez de la paille, en fait, il y aura forcément des spores d'autres champignons qui seront présents dessus. Et donc, la paille ne peut pas être utilisée comme ça. Il faut impérativement la plonger dans l'eau chaude pour ramollir les fibres, mais surtout pour tuer tous ces spores d'autres champignons qui pourraient
pousser. Et comme bah voilà, on disait, il y a une énorme diversité dans les champignons. Ça pourrait être soit des levures qui vont manger vos champignons que vous cherchez à récolter, mais plus grave, ça pourrait être un champignon d'une autre espèce qui est lui toxique. Et donc il faut impérativement en fait voilà être sûr et certain que le champignon qu'on va mettre dedans, c'est le champignon qui va pousser. Que si on veut des pleurotes, ça va être des pleurotes. Que si on veut des shiitake, ça va être des shiitake. Et donc voilà, l'approche d'Ivanka, c'est la stérilisation par la chaleur émise par le compostage. Et donc, elle propose ces formations et un e-book qui récapitule très très bien le monde du champignon, les avantages, l'aspect nutraceutique, l'aspect pharmacopée du champignon. Et j'invite toutes les personnes intéressées à le lire. Super. Bon, c'est vrai qu'on parle souvent du marc de café parce qu'il coche justement cette case. C'est un truc qui consommait le café à travers le monde. Je ne sais pas si c'est pas la chose qui est le plus consommée au monde d'ailleurs. C'est colossal. Et par le processus de torréfaction et dans tous les appareils de café, c'est donc porté à très haute chaleur, ce qui stérilise la chose. Donc là, on a vraiment on a tout le processus qui est déjà fait. Il faudrait juste s'en servir comme d'un terreau et on le jette. Donc là, c'est pour ça qu'on parle du marc de café, mais comme tu l'as très bien dit, ça peut être un substrat végétal, ça peut être autre chose, mais ça doit passer par une étape de stérilisation avant. Exactement. Au Japon, ils utilisent des fois la cosse du riz, ils utilisent la paille, ils utilisent énormément de choses. Dès l'instant qu'il y a du carbone, ça fonctionne. Il faut juste trouver le moyen. Et pour revenir sur le café, alors on fera une vidéo là-dessus, bien évidemment. Ouais. Mais effectivement, le café, c'est la deuxième denrée la plus échangée au monde après le pétrole brut. Donc, effectivement, c'est vraiment des volumes colossaux et il y a de quoi faire avec le café. Super. Guillaume, je te propose de couper ici pour faire cette vidéo en deux parties. Qu'on finisse les 5 royaumes de la nature dans une prochaine vidéo. Ça fait pas trop lourd et pas trop d'informations. On a déjà dit beaucoup de choses. Je vais essayer de mettre le maximum d'incrustations et de liens pour se référer aux références, aux initiatives qui sont déjà en place, les entreprises françaises qui font déjà les choses ou à l'international. Et comme ça, les gens auront déjà une vue très concrète de ces premiers royaumes de la nature qu'on a présentés et leur application pratique pour changer vraiment notre façon de s'inspirer de la nature pour être épanoui, tout simplement, à notre échelle. Exactement. Eh bien, il n'y a pas de problème. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et puis voilà. Et c'est le problème de la nature. Hein. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Merci Guillaume. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao Pierre.